Bonjour, je m'appelle Lisa Azuelos. Je réalise des films que vous avez peut-être vus comme LOL, Dalida, Comme t'es belle, Une rencontre, La Chambre des merveilles, plus récemment I Love America. J'ai décidé de faire un podcast parce que, en général, quand je parle, les gens autour de moi me disent « c'est dommage que t'aies pas enregistré ». Alors voilà, je les ai écoutés. Dans ce Lisa Azuelos podcast, on va parler de tout ce qui m'intéresse, la sexualité, mais aussi la maternité. On va parler de cinéma, évidemment, de finances, développement personnel, de Dieu, des athées, de la vie, de la mort. Bref, on va parler de tout ce qui m'habite. Pour ce prochain épisode, je reçois Jérémy Capone, qui est le Maël de LOL. On est restés très très proches depuis LOL. Ça fait plus de 15 ans d'amitié, on s'adore et on revient sur un peu tout son parcours, le mien depuis LOL, et puis on a plein de choses à vous dévoiler. Jérémy, nous on s'est jamais lâchés en fait depuis 15 ans de LOL, on peut le dire. On est toujours, on est devenus amis sur le tournage. Ça peut faire bizarre qu'une personne de mon âge soit amie avec une personne de ton âge, mais en vrai on s'en fout. Non, on était potes direct. On était potes direct, on a toujours été dans un rapport de potes. Jérémy Capone avec un K. Exact. Ça vient d'où ? Ça vient de mon père qui est bulgare. Bulgare. De Sofia. De Sofia. Ouais. Ok. Alors raconte-moi un peu déjà, parce que on a vu qu'avec Netflix le film LOL, il a jamais lâché. On parle d'une génération LOL, on parle d'un phénomène LOL. Enfin, le film est culte. J'ai pas honte de le dire parce qu'en fait c'est une grande fierté. Et s'il est culte, c'est beaucoup grâce à toi. Je crois aussi. Bon, il y a Sophie, il y a Christa, mais il y a toi, c'était vraiment la Sainte Trinité. Et raconte-moi, parce que je ne m'en rappelais pas, ce que tu m'as dit l'autre fois sur le casting. En fait, tu avais envoyé un truc et puis... Bon, pour rectifier quand même ce que tu viens de dire, le film, il est culte grâce à beaucoup à toi. C'est toi qui l'a pensé, qui l'a porté. Oui, c'est vrai, j'oublie. Et sur le tournage, j'oublierai jamais le premier jour de tournage avec toi. On tournait avec Christa une première scène. Qui était hyper dure en plus. Au lycée, tu vois. Et tu nous as fait un truc qui m'a marqué à vie. D'ailleurs, on s'en est jamais reparlé. Tu nous as demandé de nous prendre dans les bras. Toute l'équipe nous attendait pour tourner. Tu as fait un stop à tout le monde. Tout le monde a un peu halluciné. Et tu as dit à Christa, toi et moi, on s'est fait un câlin comme ça pendant 1 minute, genre dans le silence total. Mais vraiment un vrai câlin. On s'est vraiment pris dans les bras. Et après, tu nous as dit, voilà, c'est cette énergie qu'il faut garder pendant le tournage. Ça a marché, quoi. Pour moi, ça m'avait marqué, ouais. Je sais que Christa et moi, après, par la suite, on avait une bienveillance l'un envers l'autre. On a pu tourner toutes ces scènes d'amour, d'engueulade, avec vraiment une grande décontraction. Et moi, j'étais dans le câlin ou je vous ai juste fait faire un câlin à vous deux ? J'ai démarré le câlin, puis je me suis sneak out. Parce qu'en fait, c'était la première scène. Vous êtes censés être amoureux, vous vous connaissiez à peine. Et j'avais envie. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai appris depuis, c'est que le corps ne ment jamais. Et que si vos corps se connaissaient pas, vous pouviez faire semblant d'être meilleurs amis. Ça allait être, on fait semblant d'être meilleurs amis. Si tout à coup les corps ont pris le temps de se dire bonjour d'une manière chaste, il y avait les vêtements, c'était un peu l'hiver. Enfin bon. Tout à coup, il y a une décontraction qui se passe, on peut se regarder dans les yeux, il se passe. D'ailleurs, je trouve que on devrait tout le temps faire des câlins à tout le monde, mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Et du coup, le casting, en fait, tu m'avais envoyé ta photo, je crois. Ouf, l'histoire vas-y, casting. raconte-moi, parce que je m'en rappelais pas. Mais moi, je suis un grand believer dans le destin. Je crois au destin à fond, je crois pas du tout au hasard. Et là, pour moi, cette histoire de comment je suis arrivé dans LOL et comment tu m'as trouvé pour le rôle, c'est le destin, quoi. Je vois une petite annonce en mai, genre 3 lignes dans un magazine, cherche musicien pour un film. Moi, je me faisais grave chier au lycée, je me faisais virer dans tous les sens, que je faisais n'importe quoi, pour la faire courte. Et je réponds à l'annonce, parce que je faisais déjà de la musique, tu vois. Je sais absolument pas ce que c'est, et je reçois jamais de réponse, tu vois. J'envoie une lettre écrite à la main, j'avais même pas de mail à l'époque, écrite à la main avec une petite photo de moi, tu vois. Et genre... l'année d'après scolaire, donc c'est-à-dire 6 mois plus tard. Je pense que c'était... 7 mois plus tard. C'était en mai. Je pense qu'on a dû recommencer un casting vraiment hardcore, novembre-décembre. Je sors du lycée, j'étais saoulé parce que j'en pouvais plus d'être là-bas. J'étais comme un lion en cage. Et je reçois un coup de fil d'une directrice de casting qui me donne un rendez-vous. C'est Emmanuelle Prévost, la directrice de casting. Et en fait, tu m'as expliqué des mois plus tard tu avais bouclé ton casting et qu'en fait, si j'ai bien compris, tu as eu une révélation, tu t'es dit merde, non, en fait, on s'est trompé sur le rôle, c'est ça ?
En fait, c'est même pas ça, c'est que je m'étais un petit peu... C'était quand même que mon 2e film. Ouais. Et je rêvais d'un truc pour ce personnage, parce que je sais que tu peux mettre en avant les personnages féminins que si le personnage masculin, il vaut le coup. Okay. Et j'avais trouvé un acteur qui, depuis, a une super belle carrière, mais on va pas dire son nom. Et tout le monde me disait, mais il est super, c'est lui, etc. Et moi, je sentais que c'était pas lui. Autant je le trouvais super bien, super beau, il était parfait. Il n'y avait pas trop d'alchimie avec Krista. Mm-hmm. Et je m'étais laissée convaincre. Et puis je crois que mais 1 semaine avant que le casting ferme, j'ai dit, écoutez, je me sens pas à l'aise avec le rôle de Maël. Il faut me retrouver le bon Maël. Et là, les gens m'ont dit, mais on a épuisé la terre entière, quoi. Ça va pas du tout. J'ai dit, je sais, il doit exister quelque part. C'est ouf. En fait, c'est dommage que j'ai pas la même attitude avec trouver un fiancé pour me rendre heureuse, parce que là, je sais que dans mes castings de films, le casting parfait existe. C'est juste à moi de pas flancher, de pas me laisser dire, mais non, mais là, ça convient à tout le monde. Tout le monde avait donné son OK. Tu vois, et moi, au fond de moi, il y avait la petite voix qui dit, c'est pas lui. Ouais, c'est ouf. Et il y a quelqu'un d'autre pour toi. Et en fait, c'est horrible. Quand je fais un casting, les gens franchissent la porte. S'ils sont bons acteurs ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais je sais s'ils sont dans le film. C'est même pas s'ils sont dans le film, c'est s'ils sont le film. Et toi, t'as franchi la porte. Et dans ma tête, j'ai fait ouf. Et j'ai eu la même chose pour Sveva, qui jouait Dalida. J'en avais vu peut-être 200. Et j'essayais de me laisser convaincre par une qui était vraiment bien. Mais c'était pas Dalida. C'était pas le truc où elle rentre et tu dis, c'est elle. Et bien là, t'es rentré, c'est lui, quoi. T'avais tout, t'as toujours la même coupe de veuche, t'es toujours... c'est mes veuches, je sais pas. Mais ce qui est ouf, c'est qu'ils aient gardé ces lettres envoyées par des jeunes ados dans un sac quelque part chez Pathé Productions. Ouais. Et qu'ils les aient pas jetées, quoi. Parce que s'ils les avaient jetées, on se serait jamais rencontrés. On serait pas là. Ah non. Tu sais, quand tu dis 1 semaine avant la fin du casting, tu dis à la casting... Écoutez, j'ai pas le gars principal, ça devient la panique. Elles peuvent travailler, tout à coup, c'est... Et puis, je pense qu'au fond, elle le sentait aussi. Je sais pas, il y avait quelque chose. Et du coup, c'est incroyable, cette histoire de lettres perdues dans le... Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, parce qu'ils m'ont fait faire un premier tour, et après, quelques jours plus tard, ils m'ont rappelé tout de suite pour qu'on se rencontre, toi et moi. Ouais, parce qu'ils m'ont montré la cassette. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans la pièce, j'ai tout de suite... Je sais pas, j'ai tout de suite senti un truc avec toi, je me suis senti bien. Tout mon instinct était apaisé, j'étais pas du tout... Et il y avait Krista, je t'ai fait faire des essais avec Krista, c'est ça. C'est ce qu'on appelle en anglais des chemistry. Ouais. C'est pour voir si la chimie marchait entre vous deux, et ça marchait vraiment. On a locked in, mais direct. Ouais. C'était super beau à voir, et tout de suite, tu sais que tu as ton film, en fait, comme réal. Ouais. Moi, j'ai mon seul boulot comme réal, c'est ce moment-là. Après, il y a plein de gens qui vont prendre le relais. Les décorateurs, il va s'occuper de tous les décors. Le chef op, il va s'occuper des caméras, de la lumière, des costumes. Tout le monde va s'occuper de tout. Mais la seule qui peut s'occuper de qui va être dans le film, c'est moi. Et j'étais assez contente. Woody Allen l'a dit un jour. Il a dit, moi, mon seul boulot, c'est de faire le casting et de choisir les bons acteurs. Après, j'ai plus rien à foutre. Après, pour avoir tourné d'autres films, je trouve que tu es quelqu'un qui s'occupe particulièrement bien de tes acteurs pendant le tournage. Pas juste les mettre à l'aise. En fait, tu as une intelligence que j'ai rarement rencontrée avec d'autres réals, même si j'ai pas énormément tourné. C'est que tout de suite, tu leur fais comprendre que tu as confiance en eux. Et que si tu les as pris, c'est parce que tu sais et que tu as confiance en leur performance, en leur capacité à incarner le rôle. Et tu leur donnes une grande liberté en faisant ça, en fait. Tu les libères tout de suite. Bah ouais, en plus, moi, j'adore l'impro. Ouais. Donc, je vous dis, soyez vous, parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est un brouillon par rapport à ce que vous allez ressentir au moment de la scène. Ouais. On en reparlera après. Okay. De LOL, on va finir sur ça, probablement, parce qu'on va évoquer peut-être un LOL 2 qu'on a hyper envie de faire ensemble. Oh, c'est dingue. Ça passe. Ça passe. Ouais. 15 ans, 16 ans, 17 ans? Non, 15 ans, je crois. C'est sorti en 2008. Waouh. On est en quelle année? On est en... Moi, j'en suis là. Si tu me donnes l'année, je peux faire le calcul. 2024. 2024, ouais. Ça va être 17 ans, c'est horrible. Oh, waouh, my God, le temps passe vraiment, quoi. Moi, en fait, j'ai un rapport au temps trop bizarre. J'ai l'impression de vivre la même journée. Ah ouais? Depuis toujours. C'est inexplicable. J'ai l'impression que ma vie est une journée, en fait. Mais ça, c'est génial. Ça veut dire que tu es dans l'instant présent. Tu crois que ça veut dire ça? Ah bah ouais. Ça peut vouloir dire aussi que tu te projettes pas du tout. Peut-être aussi.
Mais là, tu commences un peu à te projeter, non ? Non, je garde vachement ce côté très présent quand même. Je suis vachement dans le présent, ouais. Je suis capable... Tu te fais pas d'angoisse, par exemple, par rapport à l'avenir ? Non. Putain, mais béni. Aucune. Bah, un peu tes parents, parce que tu tiens ça d'eux, d'une manière ou d'une autre. Ouais, même si je sais que ça n'a pas forcément été fastoche. Peut-être. Mais putain, c'est génial de ne pas avoir l'angoisse du lendemain. Ouais. Après, peut-être que ça a changé, mais... Bah non, jamais. Je ne change jamais ça. J'ai toujours eu ce truc où je suis tellement dans le présent que je peux d'ailleurs annuler un plan futur. Là, par exemple, imaginons j'ai un vol dans 1 heure. Si je suis bien à parler avec toi, j'annule mon vol, je reste à parler avec toi. Je suis quelqu'un comme ça, moi. Il y a des gens, ils restent des milliers d'années dans des monastères pour en arriver là. Ah ouais. C'est mon côté Bouddha, alors. Ouais, c'est ton côté Bouddha que j'adore. Et mais que t'as, toi aussi, énormément. Pas du tout, moi je suis hyper angoissée. Mais tu m'as jamais Mais en fait, je m'en suis rendu compte la première fois que j'ai pris des champis. Ouais. D'ailleurs, j'ai mis un t-shirt en l'honneur j'aime vraiment ces êtres. C'est des champignons, c'est des êtres aussi, et ils m'ont apporté tellement que j'aime bien. Alors, il faut que ce soit, moi, c'était toujours encadré. J'ai jamais fait ça de manière récréative et tout. Mais en fait, la première fois que j'ai fait un microdosing de champignons, je me suis dit, mais en fait, c'est la vie pareil, sauf que j'ai aucun problème. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'appelais problème, c'était mon angoisse, c'était ma projection sur le futur. Comment je vais rentrer ? Est-ce qu'il y a de l'essence dans la voiture ? Est-ce que j'ai chargé mon téléphone ? Il ne faut pas que j'oublie ça. Dès que tu es dans l'instant présent, il y a quasiment, en général, pas de problème, sauf si tu as mal aux dents, quoi. C'est à peu près la seule... Mais de toute façon, le seul vrai pouvoir qu'on a, je pense, en tant qu'être humain, c'est pas vraiment le contrôle sur les événements, c'est plus le contrôle sur notre projection et notre pensée. Bah ouais. Et sur notre interprétation de tout ce qui nous arrive. Mais ça, pour ça, le meilleur sage du monde, je te conseille vraiment de regarder ses vidéos. Ouais. C'est un mec qui s'appelle Bruce Lipton, qui est un énorme généticien, un énorme médecin aux États-Unis, qui a travaillé sur la génétique pendant des années pour la médecine. Il a découvert que nos gènes, ce ne sont pas eux qui déclarent les maladies, etc. En fait, nous ne sommes pas nos gènes. Alors que la partie, on va dire, 1920... 1990, grosso modo, on a tout mis sur les gènes. Ouais. Et lui, il s'est rendu compte que nos gènes, c'est 2%, que notre réaction à l'environnement, c'est 98%. Je crois absolument. Et en fait, lui, il l'a prouvé, il s'est fait dégager de la médecine traditionnelle. Et depuis, il dit, en fait, la seule chose sur laquelle vous ayez, ce que tu as dit, sur laquelle on a du contrôle, c'est comment on va percevoir les événements. Les événements, on les perçoit avec nos yeux, on les perçoit avec nos oreilles, on les perçoit avec notre toucher, on les perçoit avec notre cœur, on les perçoit avec notre sensation, avec tous nos sens. C'est pour ça que j'en profite, je t'ai dit, je t'offrirai le livre où tu m'as dit que tu allais le commander, de faire la promo de ce bouquin, La Voix du Sentir, de Louis Sanza, qui est pour moi un des plus grands maîtres absolus. En fait, la Voix du Sentir, c'est comment, par exemple, là, à ce moment-là, est-ce que tu sens tes pieds ? Tu vois, moi je les sens pas, mais au moment où je me dis est-ce que tu sens tes pieds ? Et si tu parles en sentant tes pieds, j'ai fait un autre podcast où j'ai dit à une fille est-ce que tu sens ton vagin ? Ça a fait, tout le monde m'a dit mais pourquoi tu parles de ça, etc. Je disais mais parce que je me suis rendu compte que les hommes, en fait, quand ils sont assis, par exemple là t'es assis, on va pas rentrer dans le détail, mais tu vois, tu sens quand même, voilà, t'as tes couilles, t'as ton pénis, il est à droite, à gauche, je sais pas. C'est extérieur, mais c'est pas quelque chose que tu ressens pas. C'est-à-dire que je dis pas que tu y penses forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu intègres. Et quand tu parles, en tant qu'homme, en général, c'est intégré dans ta parole. En tant que femme, on est un petit peu comme coupé. C'est-à-dire qu'on s'arrête au nombril, on reprend aux jambes. Et en général, on trouve qu'on est ou trop gros, ou trop maigre, ou qu'on a trop de ventre. On se décrit comme ça. Et on dirait que ce qu'on a à l'intérieur, puisque nous, ça ne se voit pas, on ne l'intègre pas. Et donc, quand on parle, on n'est pas en présence de cette vibration qui est la vibration en fait, de la libido et de l'énergie de vie. Et hier, on était à une soirée ensemble et il y avait ce mec qui nous a... Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il se faisait bronzer l'arrêt du cul pour que la prostate prenne le soleil. Ouais, mais j'ai trouvé ça super beau parce que parfois, maintenant, moi, quand je prends le soleil, j'imagine le soleil aussi à l'intérieur de moi et donc à l'intérieur de ce qu'on appelle en termes yogi, la yoni, qui inclut tout vagin, utérus, trompe, ovaire, etc. Ça s'appelle la yoni quand on ne veut pas dire les mots de médecine. Et ce qui m'amène à notre deuxième sujet de prédilection. La dernière fois, tu m'as parlé de ta discipline. Il y a un terme américain qui s'appelle la dick discipline, la discipline de la bite.
Et toi, tu as inventé la contraction qui s'appelle Dickipline. La Dickipline. Et depuis, c'est un peu resté entre nous, notre private joke, bon, qui va plus trop être private. Mais qui est chiant, il faut qu'on se fasse des t-shirts. Des t-shirts Dickipline, ce serait vraiment génial. Et c'est quoi? Parce que c'est toi qui m'en as parlé le premier. Bon, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, plus que jamais, il y a toute une imagerie un peu partout qui pousse l'homme, je parle vraiment de l'homme, pas de la femme, qui pousse l'homme à toujours être sollicité, à penser au cul, tu vois. À consommer, tu me disais, si aujourd'hui tu crées un compte Ex Nihilo sur Instagram et que tu dis que t'es un mec... Ouais, c'est ça. Les algorithmes aujourd'hui, s'ils voient que t'es un mec de facto, sans te connaître, ils vont te proposer tout de suite des trucs de cul, des trucs de meuf à poil, ou alors des trucs de muscu. Donc tout de suite, si t'es un mec, là où là, ton cœur de cible, si t'es un mec, c'est de consommer du cul, tu vois, aujourd'hui. Et faire du muscle. Et tu me disais le troisième, c'était... Ou alors on ne pousse que des pubs de mecs qui perdent les cheveux pour faire repousser les cheveux. Tout comme vous, les nanas, il y a une espèce de pression à travers la pub et la consommation sur le fait d'être tout le temps belle, d'être tout le temps la plus, tu vois, la plus bonne. La plus à la mode, les tutos maquillage, comment muscler ton cul, voilà. comment... Et ben nous, les mecs, la pression, elle va sur consommer du cul et toujours que la partie de notre cerveau sexuelle soit sollicitée. Et au bout d'un moment, je pense que ça peut rendre les gars ouf. Et je pense que ça rend plein de mecs ouf. Bah, on voit, d'ailleurs. Et t'as des mecs qui sont même prêts à envoyer de l'argent à des nanas sur OnlyFans juste pour recevoir des photos ou des vidéos. Je trouve ça dingue. Des millions de gars qui font ça. Et je pense qu'il faut une discipline. Voilà. Il faut une discipline et comprendre que toute cette influence extérieure qui nous est envoyée à nous les mecs, si on n'apprend pas à la gérer, si on n'apprend pas à mettre une certaine barrière avec, on se fait manipuler en fait. En quoi tu ressens que c'est un bénéfice d'être un peu en contrôle de ça et pas d'être complètement manipulé? Est-ce qu'à un moment tu t'es senti un peu manipulé ou que tu pouvais partir un peu loin là-dedans et que finalement quand tu as repris un peu le contrôle, tu as vu une différence dans ta vie? En quoi on pourrait inciter en fait je pense que c'est récupérer ses forces quoi. Ouais. Récupérer ses forces. En fait, ses forces créatives, parce qu'en fait, c'est le chakra numéro 2. Donc là, je remonte. Le chakra numéro 2, c'est le chakra de la sexualité et de la créativité. Ouais. Ça correspond à la prostate chez les hommes et à l'utérus chez les femmes. Et c'est là où toute la création, en fait, c'est ce qu'on appelle le chaudron. Tu sais, quand on voit la sorcière qui fait bouillir son chaudron, c'est l'énergie créative. C'est l'énergie créatrice. Et donc, soit elle va se perdre dans une femme ou dans un homme ou dans une sexualité de consommation. Donc en gros... Encore si c'est chez un vrai partenaire ou une vraie partenaire avec qui tu as une vraie belle histoire, quelque chose de vrai, ouais, why not? Mais quand c'est des trucs totalement virtuels, c'est ouf. Toute l'énergie qu'on perd là-dedans. Et donc, qui est récupéré par notre grand ami, le capitalisme. Et le data. Et le data. C'est ce que j'appelle avoir le choix dans la data. C'est ouf. Et donc, là où il faut éduquer les mecs et les hommes aussi, je veux dire les jeunes mecs et même les plus âgés, c'est qu'il faut avoir conscience qu'on se fait manipuler là-dessus. Il faut qu'on récupère notre force, notre pouvoir, et que cette énergie sexuelle et créatrice peut être redirigée de plein de façons. Ça veut plus dire ne plus faire l'amour, je dis pas ça. Hein. Ouais. Ça veut juste dire arrêter de se faire manipuler par toute cette imagerie qui juge notre imaginaire et qui nous contrôle, nous, en tant que mecs, à devenir des espèces de bites sur pattes qui dépensent leur thune pour... je sais pas, je fais pas ça, je connais pas. Je vais pas mentir, je suis pas sur OnlyFans, tu vois. Mais je vois bien. J'ai vu les mecs, comment ils fonctionnent. Je me tiens au courant de ce qui passe et de ce qui rapporte des thunes en ce moment. C'est ça qui rapporte des thunes. Aux États-Unis, c'est devenu un truc de malade, OnlyFans. Ouais, et c'est pour une fille qui a un peu du mal avec payer son loyer, qui est un peu jolie, etc., quelque part, elle se dit, c'est pas vraiment de la prostitution, et c'est vrai d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de contact physique et tout, mais elle perd de l'énergie. Et en fait, le monde entier est à la recherche de cette énergie. On voit bien que quand on perd des ressources d'énergie en termes de minerais, etc., la catastrophe que c'est. Ouais. Et en fait, toute cette énergie qui est perdue et qui n'est pas fait créée par ton propre système, que tu vas aller rechercher ailleurs pour nourrir un système qui n'a comme autre but de te voler ton énergie pour la récupérer, la transformer en argent. C'est très méchant, le capitalisme. C'est de plus en plus méchant. C'est de plus en plus, c'est ce que j'appelle une pénétration sans consentement, puisque les algorithmes, ils savent exactement ce que t'aimes. Ils viennent te chercher dès le matin au réveil. Ils disent, tiens, prends un peu de ça. Hop, et si tu cliques, ils ont gagné, quoi. Tu vois Kendrick Lamar, le rappeur. C'est un mec génial qui a des textes où justement il critique tout ça. Il tire à boulet.
portant. Mais il défonce tout le monde. C'est ça que j'adore chez Kendrick Lamar. Et en plus de ça, c'est un génie musical. Et dans un de ses derniers singles, il dit This ain't monogamy, y'all getting fucked. C'est pas de la monogamie, vous vous faites tous baiser. En gros, c'est vraiment ça. On se fait. Tant que t'as pas réalisé ça dans ta vie, qu'effectivement, moi je parle pour les hommes, on se fait complètement manipuler là-dessus. On va continuer à se faire baiser et on n'aura aucun pouvoir. Mais là, le consentement, il n'est pas que chez ceux qui se font pénétrer, il doit être aussi chez ceux qui ont cette envie de pénétrer pour se sentir vivant. D'où la discipline. Et d'ailleurs, il y a d'autres manières de se sentir vivant, mais surtout, tu peux tout à fait te sentir vivant dans cet espace-là, qui est ton espace sexuel, sacré, mais aussi désirant, libido. Enfin, tu sens que ça... une femme, en fait, quand ça inspire, elle a comme une petite bouche à l'intérieur de son vagin qui se ferme un petit peu, puis quand elle expire, ça s'ouvre un peu. Et si tu fais juste 2-3 moments dans l'instant présent, un peu attention à ça, tout à coup, tu récupères une énergie, tu récupères une joie qui est beaucoup plus difficile à déstabiliser après avec un programme Instagram qui va te vendre du make-up ou je sais pas quelle merde, quoi. Mais là où le problème il est encore plus profond, c'est qu'ils ont réussi leur coup, les gars. Ah ouais, les ultra riches, comme Aurélien Barraud aime à les appeler. Et ils ont réussi, je pense, à vraiment bouleverser une tendance et un comportement humain aujourd'hui qui, je pense, peut se désamorcer, mais il faut en parler. Il faut en parler, et c'est exactement la raison pour laquelle je fais ce podcast. Je suis obsédée par le lien entre sexualité et capitalisme. C'est mon grand sujet. D'ailleurs, je suis allée au musée d'Orsay. C'est ça qui rend... Mais c'est ça qui est toujours omis. En fait, on parle de politique à la télé, on parle d'économie, et on oublie de dire... En fait, si tout ça fonctionne, c'est parce que vous avez la sensation de vous sentir vivant. Nous tenons juste à vous rappeler que se sentir vivant, c'est d'abord se sentir connecté à cet espace incroyable de vie qui s'appelle votre sensualité, votre sexualité, totalement. Tous vos sens en action et qui reçoivent la vie avant d'essayer de la prendre, quoi, à plein de dents ou je sais pas quoi, mais bon. Et je suis allée à Orsay, puis j'expliquais à ma petite filleule, je lui dis, est-ce que tu sais pourquoi toutes les statues qu'on voit ont des toute petite bite, en fait. Tu sais, c'est toujours... Et en fait, c'était justement la manière que les sculpteurs avaient de dire qu'il y avait de la discipline. Tu crois ? C'est pas je crois, c'est je sais. Ah ouais ? C'est une manière de dire que l'homme est dans son plein pouvoir. Parce que justement, il n'est pas mené par sa bite, il est pas... Voilà, il a récupéré toutes ses forces. Un homme fort, c'est un homme qui arrive à récupérer ce pouvoir-là, pour lui-même. Et pas pour aller... voilà. Si tu veux, pour moi, un peu, le sperme et l'argent est aussi mal utilisé aujourd'hui, alors que les deux sont des semences extrêmement bénéfiques, qui peuvent faire beaucoup de bien, qui créent la vie. Mais en fait, quand c'est bêtement dépensé, tout à coup, on voit le malheur. Il y a une dispersion d'énergie. Ouais. Et surtout, ça crée du déchet, ça crée... Voilà, quoi. Et une fois, je t'avais entendu dire une phrase qui m'avait beaucoup interpellé et on s'en est jamais reparlé. C'est le moment, je pense. T'avais dit, à ton avis, l'homme et la femme ne se sont toujours pas rencontrés. Ouais. Mais ça, c'est aussi la deuxième raison pour laquelle je fais ce podcast. Alors ? C'est parce que j'en ai marre, moi, d'entendre parler de développement personnel. J'en ai marre d'entendre parler de féminisme ou de reprendre notre pouvoir, notre empuissancement, nous les femmes, la sororité. Super, moi j'en parle depuis 15 ans. Normalement, ça devrait être déjà un acquis. En revanche, ce que je trouve qui est non seulement pas acquis, mais quasiment désacquis, c'est la relation homme-femme. Et c'est quelque chose, en fait, au niveau sociétal qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais une société qui a dit, bon, écoutez, on est hyper différents, voyons quand même les choses en face. Comment on fait pour être réellement dans une relation bienveillante, d'amitié? Comment on fait déjà à l'intérieur de nous-mêmes, puisque moi je considère qu'à l'intérieur de moi j'ai un homme et j'ai une femme à gérer. Moi Toi aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. On a une énergie bien. féminine et masculine. Ouais, alors il y a plein de gens que ça dérange, donc les Chinois ils disent yin et yang. Moi j'aime bien utiliser virilité et subtilité. C'est Hildegard de Bingen qui parle du monde subtil et du monde viril ou viride, qui est cette énergie qui te pousse à aller de l'avant, à être en action. C'est vrai qu'il y a en nous, il y a de l'action, du faire, et puis sinon, il y a du être et du ressenti. Et ces deux énergies, si tu fais que inspirer ou que expirer, tu meurs. Et c'est un peu inspire-expire, yin et yang, féminin, masculin, voilà, c'est de ça que je parle. Donc cette danse à l'intérieur de nous qui n'est pas réglée,
Et le fait, moi, je trouve que de vouloir être égal dans un système qui a quand même été vachement créé par et pour les hommes, ça remet tout le monde dans un mauvais système, en fait. On oublie cette magnifique puissance du monde invisible et qui est pour autant hyper visible. C'est-à-dire, tu rentres dans une pièce, tout le monde s'est disputé. Personne se dispute quand tu ouvres la porte. Tu sens qu'il y a une merde qui s'est passée. C'est le subtil. C'est ce qui reste. Et tu vas dans des monuments historiques, tu te sens bien ou tu te sens mal. Tu vas dans une maison, tu visites. Et donc tu utilises cette analogie pour dire qu'à ton avis, il y a eu tellement de tensions entre les hommes-femmes qu'aujourd'hui, même si c'est un peu passé, c'est pas du tout fini, mais aujourd'hui, il y a encore tous ces résidus, tous ces fantômes qui traînent, quoi. Ouais. Et c'est des fantômes qui traînent à l'extérieur parce qu'ils traînent à l'intérieur. Ouais. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec ma femme intérieure. Ouais. J'adore me sentir homme. Je me sens en pouvoir. Si je pouvais casser la gueule, exprimer ma rage, Enfin, c'est horrible de dire ça parce que les hommes, c'est pas que ça. Mais si tu veux être dans cette énergie, on va dire yang, j'aime faire des choses. Tu vois, quand je fais un film, je suis très dans ma position homme. Mais tout à coup, quand je vous fais faire un câlin, comme tu dis, je deviens une femme et je dis, ok, l'homme, il dit, allez, moteur, allez-y. Et puis la femme, elle dit, arrêtez, on va prendre 2 minutes. Et on va faire un câlin. Et si l'homme, il dit pas moteur, allez-y, il n'y a pas de film. Et si la femme, elle dit pas on fait un câlin et on prend 2 minutes pour ressentir ce moment, il n'y a pas le même film. Et c'est de ça dont je parle, en fait, cette danse subtile, cette relation entre le féminin et le masculin en nous qui n'a jamais su s'équilibrer à l'intérieur et encore moins à l'extérieur. Et ça fait tous les problèmes économiques, géopolitiques. On est tout le temps là à opposer le capital au travail, un pays à un autre, une production à une autre, enfin bon, bref. En tout cas, cet événement, quand tu avais ouvert le tournage de cette façon, ça m'avait vraiment marqué parce qu'aujourd'hui, avec du recul, je réalise qu'aussi tu as pris le plateau, en fait, à ce moment-là. Parce que sur un tournage, pris de court sûrement déjà, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, je pense. Sur un tournage, il y a tellement de monde. En fait, j'ai compris un truc il n'y a pas très longtemps en tournant un film là, de Thierry Binisti. Si tu prends pas le plateau en tant que réal ou en tant qu'acteur, tu te fais bouffer par tout le reste de l'équipe. Et c'est toi qui es vraiment au centre, parce que c'est toi qu'on filme, et c'est toi qui est au centre du film. Donc si t'es pas là à prendre le plateau, avec ton énergie, à d'une certaine façon, l'imposer, c'est pas imposer ton énergie, mais c'est poser ton énergie. Et de dire tous ceux qui seront pas dans cette énergie, faites gaffe. Parce que moi, mon énergie, mon centre, il est là. Et s'il y a de la médisance, s'il y a de la prise de pouvoir, de la prise de contrôle qui ne doit pas être, s'il y a de l'abus de pouvoir, en fait, si quelqu'un rentre dans l'abus, vous n'allez pas être mon copain. Il y a ça, et il y a aussi surtout c'est le tempo. Le tempo, c'est nous qui devons le donner, parce qu'en fait, c'est nous qui devons mais les gens demandent ça, tu sais. Transpercer une énergie assez forte et assez juste pour que ça puisse rester derrière l'optique et que ça puisse devenir un film. Et puis aussi, tu sais, moi j'ai eu des plateaux où à un moment ça se passe mal, il n'y a plus d'argent, t'as dépassé, ou alors t'as pas fini ta scène, il faut demander au plateau 2-3 heures de plus. T'as intérêt à ce que les gens ils aient envie de le faire. Pas parce qu'ils vont être payés en heures sup, c'est vrai que ça compte. Parce que parfois tu peux pas les payer les heures sup. Moi j'ai été sur un plateau où je pouvais pas les payer les heures sup. Mon premier film, ça a été catastrophique. J'ai mis tout mon salaire, j'ai gagné 0, et puis bon. Mais si t'embarques les gens pour une autre cause, que je fais de 8h à aujourd'hui, les horaires c'est 8h, 18h, et puis je vais être payé tant, et puis voilà, si la cause c'est tiens, on est en train de faire une œuvre, tu connais cette histoire du tailleur de pierre, c'est un mec qui vient interviewer un tailleur de pierre et lui dit qu'est-ce que tu fais, il lui dit moi tu vois là je taille une pierre, et il va voir un autre gars, il lui dit qu'est-ce que tu fais, il lui dit moi je construis une cathédrale. Voilà, ils font exactement le même geste. Il y en a un qui fait une cathédrale, il y en a un qui fait un film, et l'autre, il vient pointer parce que c'est son job et que de toute façon, il s'en fout, quoi. Et quand tu es réalisateur, tu as l'obligation de faire que la personne qui vient travailler, elle se dit « je fais une cathédrale » et elle ne vient pas tailler des pierres. Totalement. Et c'est la chance que tu as en tant que réal, et moi, c'est pour ça que je suis toujours plein de gratitude, c'est qu'en tant que réal, on te laisse au moins la première journée, ou en tout cas la première heure, on te dit, c'est toi, on te laisse être le chef d'orchestre. Et on te donne cette possibilité, ce cadeau, parce que dans la vraie vie, tu rencontres des gens dans le métro, dans ci, dans ça va trop vite. On te donne pas forcément cette chance-là. Mais là, tu arrives et on t'a donné ce pouvoir. C'est-à-dire que les gens, ils demandent qu'une seule chose, c'est à te suivre élégamment. Mais si tu prends pas cette chance et si tu n'acceptes pas que tu aies
c'est pas un chef en fait, mais si tu es ce chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Tu vois, et qu'on est tous là pour créer une musique. Ouais, tu donnes un tempo quand même. Ouais, vraiment. Mais c'est important de se dire, c'est ma responsabilité de donner le tempo. Totalement. Mais c'est pas en contrôlant les gens, c'est pas en étant agressif, c'est pas en étant méchant, c'est pas en faisant de l'abus de pouvoir. Mais en revanche, c'est en restant vigilant que quelqu'un qui va foutre la merde. Maintenant, moi, quand quelqu'un fout la merde sur un tournage, je le vire. Ouais. C'est parce que on m'a souvent dit ça. On m'a dit, une pomme de terre pourrie va te pourrir tout le kilo. Ouais, c'est sûr. Avec du recul, cet événement, on en parle encore depuis tout à l'heure, mais cet événement, pour moi, c'était pas seulement une prise de contrôle, c'était... Non. C'était... t'as propagé une énergie que tu nous as transmis à nous, à moi et à Christa, mais qui a infecté toute l'équipe. C'est-à-dire que tout le monde, après, était hyper peaceful, tout le monde était cool, quoi. Peut-être un ou deux éléments qu'on fait chier, mais... on dira pas les noms. On était quand même sur une équipe où il y avait du monde, quoi. Ouais, c'était un gros tournage. C'était un gros tournage. Ouais. Et je sais même pas comment, en deuxième film, j'ai eu la chance d'avoir ce gros tournage. C'est grâce à Pathé. Ouais. Et bien sûr, mais en fait, ce jour, j'étais hyper impressionnée parce qu'on a tourné pendant les vacances scolaires pour avoir le lycée juste pour nous. Exact. Il y avait des figurants. Exact. Il paraît que Kev Adams était figurant, enfin je sais qu'il était figurant, j'en ai reparlé avec lui. Excellent. Et il est venu à ma table régie et je lui ai dit les figurants c'est pas là, c'est une autre table régie. Merde. Et il a été hyper choqué et après je me suis excusée et tout, mais c'était vrai que si je mettais pas de la discipline, si je mets pas de la discipline, si dans cet espace-là, qui est un espace où moi je vais me reposer, parce que c'est pas évident d'avoir à diriger, c'est ton deuxième film. Moi j'étais quand même un peu timide, je suis pas hyper à l'aise non plus de diriger. Je sais pas, 70 personnes, tu vois, c'est mon deuxième film, il faut quand même avoir les épaules pour ça. Ouais. Et si j'ai pas ce petit espace où moi je vais pouvoir me reposer, c'est tout le film qui va subir les conséquences. Et si je laisse un figurant arriver, tous les autres vont arriver. Donc c'est pas cool. Et moi j'ai besoin de me protéger. Bizarrement, j'arrive à me protéger dans mon travail, mais pas dans ma vie perso. C'est vrai que tu te transformes quand tu es sur un tournage, j'ai remarqué. Qui, moi ou les gens ? Toi. Moi ? Ouais. Et dans le bon sens, pas du tout de façon autoritaire. Mais c'est vrai que c'est ton métier, enfin c'est ton destin quoi d'être réel en fait. Ouais, mais tu sais, je l'ai senti. Mon premier court-métrage, la première fois où j'ai dit moteur, j'ai fait moteur. Et là, j'ai comme eu une... Tu sais, comme on voit dans les films, Alléluia. Tu vois, j'ai senti ça à l'intérieur de moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et je me suis dit, je suis à ma place. Et en fait, trouver sa place... Au niveau de son job, j'ai envie de parler avec l'accent canadien, Vas-y, why not, hein. Mais trouver son job et sa place, c'est le plus grand cadeau qu'en fait la vie peut te faire parce que tout à coup, tu vas plus jamais travailler. Tu vas accomplir un destin, tu vas accomplir ta petite mission. Tu vas transmission. Moi, j'aime bien. On est à fond dans les trans, tout le monde, mais on parle pas beaucoup de transmission. Mais en fait, la vie, c'est une transmission. Tu vois, tu as une mission que tu transmets. Bien sûr, voilà, on est des passeurs. Tout, quoi. On est des passants et des passeurs. Voilà. On est des passants et des passeurs. On est deux passages et un passage. Surtout quand tu es une femme et que tu accouches. Je peux te dire, tu es bien un passage. C'est quoi tes films où tu as des répliques qui t'arrivent comme ça dans la tête ? Est-ce que tu en as ou pas tellement ? Ou c'est plus des... The Big Lebowski, on a ça en commun. Ouais. Toi et moi, The Big Lebowski, c'est notre film favori. Moi, j'ai un gros film favori aussi. C'est une grosse connerie. Mais c'est énorme. J'adore ce film. C'est Bad Santa. Tu l'as déjà vu ? Bah ouais. C'est pas avec Will Ferrell ? Non, c'est avec Billy Bob Thornton. Ah, putain, et c'est écrit par les frères Cohen. Ouais, c'est ça. C'est une grosse connerie, mais les répliques, elles sont énormes. J'ai quelques films de bliés, genre Préparez vos mouchoirs, Buffet froid, un truc comme ça. Ouais. J'aime bien les comédies très, très décalées. Ouais, bah écoute, il faut qu'on en refasse une. Bah, d'ailleurs, on a très envie de repartir ensemble. Tu veux en parler ? De LOL 2 ? Bah grave. Bah, je veux en parler, bien sûr, je veux en parler. Non, mais j'ai écrit le script, maintenant on va voir quand et comment on le fait, mais j'ai hyper envie de... On va le faire. Bah on va le faire, vas-y. Yes. Voilà. Pour moi, c'était toujours une évidence qu'on allait le faire, la suite. Ouais. Mais en fait, depuis que j'ai commencé à bosser avec toi, j'ai toujours eu des messages, des évidences, des petites voix qui m'ont parlé, mais je t'en ai jamais parlé. Mais je savais qu'on allait retourner une suite, mais plus tard. Je le savais. Comment... Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais comme une voix qui te disait... Quand j'ai commencé le cinéma à 17-18 ans, je savais qu'on allait faire ce film ensemble, mais je savais que c'était pas mon moment dans le cinéma.
J'avais une voix intérieure qui me disait c'est pas maintenant. Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps-là? Pendant ma vingtaine? Ouais. J'ai tourné un tout petit peu. Ouais, je sais. J'ai bourlingué beaucoup parce que j'avais une soif moi, t'es le voyageur. J'avais une soif de voyage ahurissante. T'es allé où? C'est assez étanché. Maintenant, j'ai vécu presque 10 ans avec une valise. Donc, c'est quoi les 2-3 pays qui t'ont... Équateur. J'ai passé du temps en Équateur et en Amazonie. J'ai eu la chance de passer du temps dans l'Amazonie et de rencontrer une tribu qui s'appelle les Chouars, de passer du temps avec un chaman là-bas. Mais de façon... Ma vie est très étrange. J'organise rien dans ma vie. Ah ouais, t'as dit. Il serait peut-être temps que je m'y mette. Mais des choses m'arrivent, en fait. Des choses arrivent. De toute façon, même si t'organises rien, des choses arrivent, puisque la vie le vit. Destin, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de ta génération qui ont eu envie de vivre ça aussi. En fait, ma fille, par exemple, elle est un peu comme ça. En fait, je me suis toujours dit, genre, si tu le fais pas à 20 ans, tu vas le faire quand? Et j'ai préféré mettre tout de côté quasiment à 20 ans et de me concentrer que sur du développement presque personnel. Hein. Mais pour moi, c'était du travail aussi. Du travail pour la suite, un investissement pour l'avenir. Et me dire, je prends le pari de tout mettre un peu en stand-by alors que j'ai 20 ans. C'est même absurde. Et je sais qu'à 30 ans, je vais revenir et ça sera cool. Ouais, parce que tu aurais pu devenir une énorme star aussi si tu avais un peu creusé. Une énorme star, tu crois? Ouais, LOL, c'était tellement énorme. Mais tu sais, il m'est arrivé un truc de dingue. J'ai eu 6, 7 propositions de premier rôle après LOL. Ouais. Premier rôle quand même. Ouais. J'en ai refusé genre 3, 4 parce que je trouvais les scénars pourris. Ouais. Et les 3 que j'ai acceptés, ils n'ont pas réussi à monter les films. Waouh. Et les 4 que j'ai refusés, ils ont réussi à monter les films. Et pour moi, vraiment, c'était dégueulasse à ce moment-là. J'ai pris conscience que les scénarios audacieux... J'étais une époque du cinéma où le cinéma audacieux et artistique galérait vraiment. Ouais, bah ça n'a pas changé. Hein, tu vois, ça n'a pas changé, je sais. Et que les bouses écrites par des mecs qui écrivent avec leurs pieds, je suis désolé, avec des histoires insipides, des personnages qui n'ont rien à dire, putain, ça se produit, ça peut prendre des budgets à 10 millions carrément. J'ai pas compris. Ça m'a dégoûté, j'ai fait, tu sais quoi les gars, c'est pas pour moi. Je reviendrai, faut que j'aille faire d'autres choses. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, bah je sais, hein, t'as énormément. À chaque fois que je te voyais, bah, on s'est beaucoup vu à l'étranger. Ouais. On s'est pas mal vu aux États-Unis. C'est comme ça, en fait, qu'on a toujours regardé le lien. Ouais. C'est parce que moi, j'ai beaucoup voyagé et toi aussi. Ouais. Et du coup, on était tout le temps dans les pays ensemble. Ouais. Et en Amazonie, Enfin... Bah, en Amazonie, c'est dingue. Je me suis retrouvé là-bas à 20 ans. 21 ans. Là, pour le coup, c'est le cinéma qui m'y a amené. En fait, quand on a sorti LOL en Allemagne, je sais pas si tu te souviens, on a fait la soirée de lancement avec un distributeur là-bas qui s'appelait Klaus Boye. Je te rappelle, il nous avait mis dans la soirée les bubblegum où il y avait des petites balles dedans et il avait mis de la bœuf et de quoi rouler un joint et de temps en temps on sortait le vrai chewing-gum et de temps en temps on avait de quoi rouler un joint. Ce mec était fantastique. Et c'est devenu un très bon ami. Il était génial ce mec. Il est décédé cette année. C'est pas vrai. J'étais trop triste. Mais il a bien vécu, vraiment. C'est un mec, paix à son âme, Klaus, on pense à toi. C'était vraiment un dandy sublime, ce mec. Il était incroyable. C'est la plus belle fête de fin de film que j'ai jamais fait dans ma vie. C'était extraordinaire. C'était un être extraordinaire et je le porte toujours dans mon cœur, vraiment. Il avait une fontaine de chocolat aussi Il avait une fontaine de chocolat, il avait un cinéma privé avec que des films genre introuvables, tout en Super 8, projecteur en Super 8, Super 16. C'était vraiment un vrai artiste. Et un amoureux du cinéma. Ouais, vraiment. Il s'est battu pour produire des films. Et c'est quand même grâce à lui que LOL est sorti en Allemagne et qu'il a plutôt bien marché en Allemagne. Et ce gars, on devient ses potes ce soir-là. On se revoit le lendemain et tout. Donc à Berlin. Et je devais avoir 19 ans à ce moment-là. Et il me rappelle un an plus tard et il me dit, écoute, voilà, je monte un projet assez dingue. Je suis à Paris. Est-ce que tu veux que je t'en parle? On se boit un verre. Et il commence à m'expliquer... un espèce de projet complètement dingue qui se tournerait en Équateur, en Amazonie. Je comprends rien. Et je lui dis, mais je suis trop chaud. Si c'est pour partir en Amazonie avec toi, je suis trop chaud. Et en fait, je me retrouve à tourner ce film réalisé par Detlef Buck, qui est un gros réalisateur allemand. Et ils ont un budget de dingue. Et on tourne 2 mois en Équateur quasiment. 1 mois et demi. Et là-bas, je rencontre... Des tonnes de gens. Et puis, autre chose que Paris. Autre chose que Paris. Je suis le seul Français sur une équipe de 200-300 personnes. Et c'était dingue. Le film, il est ce qu'il est. Bon, je pense qu'ils auraient pu mieux faire, mais bon.
Mais en tout cas, l'expérience humaine est exceptionnelle. Et là-bas, surtout... Ça t'a donné le goût du voyage et le goût de partir et le goût de l'aventure. Ouais, surtout moi qui suis un passionné d'Amazonie et des tribus anciennes et des tribus ancestrales, là, je passe du temps avec des vraies tribus, quoi. Dingue. Et t'as appris quoi, en fait? J'ai vu comment ils fonctionnaient, comment ils utilisaient absolument rien de chimique. Tu vois, quand t'es un Parisien de 19-20 ans, que t'arrives là-bas et que tu vois des gens qui utilisent que les plantes et qui t'expliquent toute leur philosophie, que pour eux, le plus important, c'est la communauté, de communiquer entre soi, de prendre soin des autres, de s'aimer, de partager. Des choses toutes connes comme ça, mais qu'on t'a jamais... oui, qui sont pas... Faut être le premier à l'école. Et tu vois des gens mais magnifiques qui ont de grands cheveux bruns, qui sont resplendissants, des adultes qui rient comme des enfants, qui sont heureux. Et ça se passe comment entre les hommes et les femmes là-bas alors? Ça se passe... y a toujours le côté... les hommes chassent et les femmes chassent moins. Hein, restent plutôt à la maison. Ça, je vais pas le cacher. Mais... je sais pas, j'ai ressenti aucune animosité, aucune violence entre eux. J'ai pas ressenti de tension en étant là-bas du tout. Tu sentais que ça roulait, quoi. Alors que le lieu est hostile, la jungle. T'as vu des serpents? L'Amazonie, j'ai vu des anacondas. Oh là là, mon angoisse. C'est immense, un anaconda. Mais c'est pour ça que je sais que j'irai jamais en Amazonie, c'est horrible. J'ai trop peur des serpents. Après, il l'avait chassé. L'anaconda, il se baladait pas à mes pieds, quoi. Ouais. Et encore, c'est pas celui qui me fait le plus peur, moi. Celui qui me fait peur, c'est ceux de couleur, là, les rouges et blancs et noirs. Les bois. Non, les petits. Les petits tout vert fluo, jaune fluo, rouge. Ceux-là, ils font vraiment peur. Quoi. Il y avait un animal qui m'avait fait halluciner. Ils ont plein d'animaux de compagnie, en fait, là-bas. Ah ouais? Mais c'est pas des chiens ni des chats, là-bas. Ouais. C'est genre, le mec, il a un boa autour du cou, quoi. Ouais. Tu vois? Ou alors, la nana, elle a un sac, et en fait, dans son sac, elle a une grosse poule bleue, tu vois. T'hallucines. Ou alors, c'est leur doudou. Les enfants, ils tiennent en laisse un espèce de raton laveur qui a un nez de cochon. Ils appellent ça le houchou, tu vois. Ouais. J'ai halluciné. Donc, je me suis pris une claque monumentale. Et puis, j'ai rencontré un chaman là-bas qui était génial, qui m'a beaucoup... Il t'a fait faire des plantes un peu... Il m'a fait l'ayahuasca. Il t'a fait l'ayahuasca. Ouais. Ah, à l'époque où c'était pas du tout à la mode, en fait. Mais comme je t'ai dit, j'ai rien organisé. Je suis pas allé là-bas en me disant je vais faire ça. Mais de toute façon, on dit l'ayahuasca, c'est pas toi qui dois aller le chercher, c'est lui qui te tombe dessus et t'acceptes ou pas, quoi. Les gens aujourd'hui qui me disent je me suis organisé un trip ayahuasca, il y a un truc qui me dérange, c'est pas... Déjà, il faut le faire sur place, vraiment en respect avec la culture, parce que c'est une vraie culture. C'est pas une drogue, c'est une médecine. C'est pas une expérience psychédélique, c'est une médecine. Eux, ils considèrent ça comme une médecine. C'est leur médecine. C'est conçu, l'ayahuasca, pour se décharger de toutes les énergies négatives que tu as pu emmagasiner, c'est tout. Et le chaman t'aide à expulser ces énergies négatives et te nettoyer. C'est tout simplement ça. C'est une purge spirituelle et énergétique. En fait, c'est à ce moment-là, en étant dans l'Amazonie, et en voyant ces gens aussi intelligents, aussi heureux, que je me suis dit... en fait, c'est comme ça que je suis, moi, personnellement. J'ai compris que j'avais un rapport à la nature qui était intrinsèque à ma personne, et que je ne pouvais pas vivre dans la ville. Bah ouais. Je l'ai compris, après ça a été un petit peu plus long pour vraiment l'appliquer, mais je l'ai vraiment compris. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu habites en Corse, quoi. Je peux pas vivre en ville. Non. Ouais. Je peux pas vivre en ville. J'arrive pas à penser béton, j'arrive pas à me réveiller béton. J'ai besoin d'arbres, de nature. Et d'avoir la possibilité de, si j'ai envie de ne voir personne, de vraiment voir personne, de pas pouvoir passer plusieurs journées sans voir personne. Ça me va très bien. Et je crée, je fais de la musique, j'enregistre mes morceaux. Là, je viens de finir un nouvel album que je vais sortir. Et tout ça, pour moi, Comment il s'appelle, ton album ? L'album, j'ai pas encore le titre. T'as pas le titre ? Non. Ok. Mais il est tout en anglais. C'est un nouveau projet. Et j'ai tout enregistré. Ça pose plus trop de problèmes maintenant quand les Français chantent en anglais, non ? Je pense que ça me pose de moins en moins de problèmes. Après, pour les maisons de disques, ça n'existe plus, les maisons de disques. J'ai monté mon propre label. Ouais, en fait, j'ai tout révolutionné dans ma vie. C'est-à-dire, je passe tout en indépendant. Je crée vraiment, moi, mon label. Je me suis associé avec un ami, Jean-Baptiste Andréani. Et on a monté notre label, on fait tout là-bas. Et pour moi, la Corse, c'est un lieu de futur. Ouais. Mais c'est ma conviction personnelle. Mais de toute façon, t'es corse à moitié. Je suis à moitié corse. À moitié bulgare, à moitié corse. Je suis corso-bulgare. Corso-bulgare. Il ne doit pas y en avoir beaucoup sur la terre des corso-bulgares. J'avoue, je n'ai jamais rencontré l'autre. S'il y en a, j'ai jamais entendu parler. Sophia Corse. Ouais.
Je t'ai dit dernièrement, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on parle de faire la suite de LOL, et ça faisait quelques temps que je sentais que tu manquais légèrement de confiance en ce projet, et que dernièrement j'ai senti un shift, j'ai senti un bouleversement dans ta confiance sur ce projet, mais aussi dans ta confiance en toi. Et tu m'as dit, il m'est arrivé un truc et je t'en parlerai. En fait, ces quelques années, j'ai perdu mes 2 parents. Et Dieu sait que, ils ont été très présents dans ma vie, mais ils ont aussi été très, très absents. Et par exemple, de 0 à 8 ans, j'ai pas eu de maison, tu vois. Et du coup, j'ai pas de rapport tellement à la maison et à c'est où chez moi, etc. Mais forcément, j'ai pas de maison intérieure non plus. Et je crois que la confiance, c'est la maison intérieure. C'est le safe space, en fait. C'est l'endroit où tu rentres chez toi et tu sais que y aura à manger, que tu auras ton lit, qu'il fera chaud, que etc. Tu seras bien, que ça sera et calme. Quand cet endroit-là, il n'existe pas extérieurement, c'est très difficile qu'il existe intérieurement. Et je pense que le fait que mes parents soient morts, même si ça m'a libéré beaucoup, beaucoup de choses, même s'il me manque énormément aussi, d'ailleurs non, il me manque pas tant que ça. Je suis en relation surtout avec ma mère, bizarrement. Depuis qu'elle est morte, j'ai l'impression d'avoir une maman. Avant, je n'avais pas de maman et depuis qu'elle est morte, je suis en relation avec elle et je la sens présente. Mon père, c'est plus difficile parce qu'il était très présent dans ma vie en vrai. Puis moi, je suis partie aux États-Unis parce que j'avais vraiment besoin de... c'est vrai que quand je viens à Paris, ça me rappelle quand j'allais voir déjeuner avec mon père le dimanche. Ça me rappelle mon ancienne vie et j'ai pu en fait me reconstruire une virginité, on va dire, intérieure, en tout cas sur où j'appartiens, à qui j'appartiens, où je vais, qu'est-ce que je veux, en étant aux États-Unis. Sauf que je suis tombée à une période où il y a eu le Covid, où il y a eu la grève des scénaristes, où il y a eu tout ça. Et c'est très difficile, en fait, en tant que Français, de pénétrer ce marché américain. D'abord, ils ne veulent pas forcément de toi. Et s'ils veulent de toi, ils veulent de toi en tant que Français. Ils ne veulent pas que tu leur dises, écoute, moi, j'ai compris ta culture. Voilà le film que j'ai écrit en anglais et je pense que c'est top. Ils ne vont jamais te le prendre. Et moi, je pensais qu'ils allaient me le prendre. C'est pas grave. En fait, ça a été un peu ma petite Amazonie à moi. Alors, c'est beaucoup moins sauvage. Mais j'ai été dans des paysages et dans des endroits. Tu vois, j'ai vu des bisons. J'ai vu je suis allée à Salt Lake City, donc le lac salé, qui est encore plus salé que la mer morte. J'ai passé un endroit de silence là-bas, tu peux pas t'imaginer. Moi, le silence me ressource complètement. Et en fait, c'est vrai que je suis rentrée à Paris, et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai plus vraiment d'amis, je fais plus vraiment partie de cette ville, j'ai plus vraiment les codes. Donc, j'ai un peu vacillé. Et puis, c'est vrai que j'ai présenté quelques projets... Bref, j'ai pas envie de dévoiler encore des trucs de production et tout, mais ça s'est pas passé comme je voulais, exactement. Et ça m'a fait douter. Je me suis dit, voilà, j'ai 58 ans, peut-être que je suis plus du tout dans le coup. On me fait un peu sentir que maintenant, ce qui compte, c'est d'avoir fait plein de séries, plein de trucs, que je suis peut-être plus à la page. Tout à coup, j'ai été un peu... je suis rentrée par la petite porte, tu vois. Je me suis dit, bon, pardon, j'ai pas été là pendant 4 ans. C'est un peu comme quand tu arrives en retard à un dîner, tu vois. T'as 5-10 minutes où, tu vois, tout le monde se pousse pour te faire une place. Tu sens que tu déranges, il n'y a plus d'entrée. T'as un peu faim, t'es pas à l'aise, tu te sens... Voilà, c'est un peu comme ça que je me suis sentie pendant 4 mois. Et puis, j'ai revu pas mal Sophie Marceau, qui est vraiment avec toi la personne la plus proche que j'ai de LOL qui m'est restée et qui est vraiment une femme que j'adore. C'est pas une star que j'admire, c'est une femme, une copine avec qui j'ai créé des liens hyper normaux, alors que pour moi, c'est la plus grande star de France, mais je la trouve tellement différente de moi, et je sais qu'elle me trouve différente d'elle. Elle est trop mignonne parce qu'elle a écrit un livre, en plus, il y a un chapitre sur moi. Non. Ouais, et tout à coup, je me suis dit, en fait, moi, ça fait 3 films que je la filme et que je la vois, je savais pas qu'elle me regardait. Wow. Et ça me donne presque envie de pleurer de parler de ça, parce que me sentir regardée par elle, j'ai tellement souffert du fait que ma mère me regarde pas, que les gens me regardent pas, te calcule pas, que je pars du principe que c'est à moi de regarder les autres, mais que les autres me vont pas me donner ce regard à la fois bienveillant et à la fois... elle avait des choses à dire sur moi qui étaient hyper vraies, tu vois. Wow.
Ah, j'aimerais bien le lire. Ouais, mais grosso modo, elle disait, mais cette femme crie le besoin d'amour, il y a marqué love sur tous ses t-shirts. Ouais. Et c'est vrai que j'ai tout le temps... Ouais. Voilà, j'ai fait faire ma poupée Barbie, et elle a love sur son t-shirt, la poupée Barbie. Ouais. Et je me suis dit, c'est fou que Sophie soit la première à me dire ça, ça m'a énormément émue. Wow. Et même d'en parler, là, ça m'émeut. Et en fait, j'ai parlé avec elle de LOL, je lui ai fait lire, elle a adoré le scénario, ça m'a redonné un peu confiance. Direct, puis, elle t'a dit j'adore. Elle m'a dit j'adore. Elle m'a dit putain, je sais pas, t'as vraiment un don pour capter l'énergie du moment. Ouais. Puis quand je te l'ai fait lire aussi, tu m'as dit la même chose. Ouais. Puis je suis allée voir les producteurs, ils ont remis un peu des choses en cause. Ouais. Puis les chaînes, les financiers. Et du coup, j'ai un peu vacillé. Et puis, j'en ai reparlé à Sophie il y a pas longtemps. Elle m'a dit, mais on est ensemble là-dedans et on va le faire. Et je sais pas, sentir la force de ces deux femmes, plus toi, tu vois. Moi, je t'ai plus toujours surtout, envoyé ma je sais pas pourquoi aussi. Les fans en ce moment, toi, tu vois, de LOL, il y a une génération LOL. Ah, mais en plus de ça. Et ils m'envoient, je reçois sur Insta, mais dès que je parle de LOL, c'est je vous en supplie, faites une suite. Pourquoi Netflix a arrêté Enfin, tu vois, en plus, j'ai été relayée par Netflix, c'était hyper cool. Vraiment, tout à coup, je sens que ça va faire du bien. Et puis, j'ai des choses à dire, justement, sur ta génération. Aujourd'hui, tu as 33 ans, 32 ans. T'as quel âge ? 34. 34. Bon, tu vois, tu auras toujours un an de moins pour moi. Tu seras toujours un peu plus jeune. Et en plus, tu seras toujours un peu plus jeune que moi. Donc, voilà. Mais tu vois, ta génération, c'est la génération de ma fille qui a 32 ans. Et c'est vrai que vous êtes laissé beaucoup porter par la vie. Vous avez aussi pris dans la face un monde qui ne vous convient pas du tout. Alors que nous, le monde nous convenait, mais on voulait juste en devenir un peu les dominateurs. Vous avez vu que le monde qu'on avait créé n'était pas top, et vous avez dit peut-être qu'il y a autre chose à trouver. En tout cas, j'ai peut-être pas une place dans un monde qui me convient pas. Enfin, je trouve que tout ça, c'est des questions de génération qui m'interpellent énormément. Il y a tout ce mouvement aussi gender, on ne sait plus qui est garçon, qui est fille, qu'est-ce qui se passe, où on en est, l'identité, est-ce qu'on baise pas, est-ce qu'il y a de la sexualité, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que c'est bien d'être monogame, est-ce que le polyamour, est-ce qu'on est entre garçons et filles, est-ce qu'on n'est que fluide, qu'est-ce qui se passe, il ou elle, etc. Enfin, il y a toutes ces questions-là. Ce qui va être cool, je pense, comme la façon dont tu l'as pensé et écrit, c'est que déjà on le fait 15 ans plus tard, donc on prouve à tout le monde qu'on n'est pas en train de surfer sur une espèce de vague, et qu'on le fait pas pour les mauvaises raisons, qu'on le fait parce qu'on a encore des choses à dire, quoi. Parce qu'avant tout, tu as encore des choses à dire, et que tu as envie, encore une fois de plus, d'envoyer des bonnes ondes au monde. Et c'est ça que j'adore dans ta démarche, c'est que tu te bats pour envoyer des bonnes ondes au monde, et le monde en a terriblement besoin. Et qu'en plus de ça, ça va pas être juste la suite avec les mêmes personnages, et c'est ça que j'ai bien aimé dans ton approche du scénar, c'est que tu as ramené plein de nouveaux personnages qui effectivement nous permettent de parler de tous ces nouveaux sujets. Et il y a quand même toi et Sophie. Il y a quand même moi et Sophie. D'ailleurs, merci de m'avoir reproposé, je suis très honoré. Mais moi je peux pas faire LOL sans toi, tu vois, ça c'est pas possible. On a trop... En fait, on s'est trop enlolé, quoi. Tu vois. Alors avec Jérémy, on s'est tellement éclaté qu'on avait envie de vous offrir un épisode bonus, un épisode très LOL, et vous allez comprendre pourquoi. On y parle en toute authenticité et un peu plus encore. Notre petit moment très LOL. C'est le remix. C'est le remix, le petit moment un petit peu LOL. Je vais quand même sortir mes veuches du queutru, quoi. Allez, parle Lisa, comme une adulte, Lisa. Azuelos, tu sors tes cheveux de ta veste. Moi, Lisa, il y avait une question. Vas-y. Que j'ai toujours voulu te poser. Vas-y, envoie. Que j'adore poser aux gens que j'aime, d'ailleurs. Ok. C'est à quel moment de ta vie que tu as réalisé que tu étais différente? Tu vas pas le croire. En fait, genre à 42 ans, je crois, grosso modo, peut-être 45, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas le même don que moi pour écrire. Je croyais que les gens étaient tous comme moi. Je pensais que les gens, ils avaient la même manière de voir le monde que moi, quoi. J'ai jamais vraiment cru en ma singularité. Je capte. À 42 ans, tu réalises ça? Ouais, c'est très tard, hein. C'est complètement... Non, mais aucun jugement. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je rencontrais beaucoup de gens qui me disaient, tu sais, tu m'as dit un truc qui a changé ma vie. Ouais. Mais si j'ai pas 100 personnes qui m'ont dit ça dans ma vie, je veux dire, c'est fou. Ouais. Alors que moi, quand je parle, j'ai l'impression que c'est normal, tu vois.
un jour, j'étais en Corse et puis il y avait une formation. Moi, je me faisais chier, j'étais toute seule dans ma maison. À l'époque, j'étais en Corse, moi aussi. J'ai adoré cette terre. Et je me dis, tiens, j'ai rien à foutre, je vais aller faire une formation chakra avec un mec qui était là-bas et tout. Et donc, il y avait moi et genre 4 autres nanas très corse. C'était pas du tout un truc de retraite bourgeoise. C'était ma femme de ménage qui m'avait dit, ce mec, il est génial. Et j'étais allée et c'était vraiment des gens de Corse, super simples et tout. Et on fait l'exercice. Et puis il dit, bon, à partir de maintenant, vous allez vous mettre en face du chakra et puis vous direz à la personne ce que vous ressentez. Et je me mets en face d'une nana que je connaissais pas, que j'avais jamais vue. Et puis je lui dis, écoute, je suis désolée, j'arrive pas à me concentrer, mais dès que je me mets autour de toi, je vois que des légumes. Je vois des courgettes, des aubergines. À l'époque, il n'y avait pas d'émoji. Je vois un verger plein de légumes. Et bizarrement, je vois un mec avec une brouette et qui prend tous les légumes. Et là, la nana s'effondre en larmes devant moi. Alors, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai dit, tu vois ? Et elle me dit, je viens de quitter un homme qui était maraîcher, que j'ai beaucoup aimé. Wow. Et je porte encore en moi cette blessure. Et là, j'ai compris que j'avais un petit don, quoi, parce que je pouvais pas le sortir comme ça, c'était pas possible. Et après, ça m'est revenu que tous les gens me disaient, tu sais, t'as dit un truc qui m'a changé ma vie. Ouais. Et en fait, quand je parle aux gens, c'est comme si je captais ce dont ils avaient besoin et que une voix dit dans ma bouche ce qu'ils ont besoin d'entendre. D'accord. Et à partir de ce jour-là, je me suis fait vraiment confiance dans ce que je ressens, dans ce que je pense, dans ce que je dis. Et ça a été le déclic. Ça a été le déclic pour me dire, arrête de douter de ta voix intérieure. Mais c'était il y a même pas 10 ans. Elle est dingue comme histoire. Quoi. T'as vu des légumes, quoi. J'ai vu des légumes, quoi. J'ai vu le maraîcher. T'as vu des légumes et t'as compris que t'avais un... Quand la meuf m'a dit, je viens de quitter, la proba que je tombe, elle me dit, tu me décris mon ex qui était tout le temps avec une brouette, des bottes. J'avais vu le gars, quoi. Bon, tu veux que je te raconte le jour où j'ai réalisé ? Bah ouais. De toute façon, on est tous différents les uns des autres. Hein. On va pas non plus... Moi, j'étais gamin. Je suis genre 8-9 ans, peut-être 10, je sais pas, cette tranche-là. Ouais. Et je me fais inviter à l'anniversaire d'un ami. Ouais. Et le thème de l'anniversaire, c'était ramener des guns, ramener des armes. Oh putain. Improbable. Moi, c'était pas du tout mon truc, les guns. J'avais les guns à billes, j'en avais rien à foutre. C'était pas du tout mon truc, les soldats à l'arme. Et donc, je me retrouve invité à cet anniversaire et je me dis, putain, faut que je trouve une arme et tout. Et j'explique à ma mère que je dois acheter une arme, quoi. Et au final, on va dans un magasin de jouets. Je réussis à la convaincre, trop gentille, elle m'accompagne. Et en fait, je déteste voir toutes ces armes, machin. Donc, je choisis de prendre une épée. Genre une espèce d'épée de prince, tu sais. Ouais. Bah ouais, mais c'est... Et donc, je repars avec mon épée et j'arrive à l'anniversaire. Et là, je vois que des gamins avec des énormes bazookas, des Uzi, des espèces de mitraillettes genre complètement dingues dans tous les sens et tout. Les mecs, ils ont des grenades et tout, genre des malades. Genre, j'hallucine. Et là, moi, je suis là avec mon épée. Et je les regarde et ils me font vraiment bader. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et là, je comprends que je suis différent. Vraiment, bah ouais. Il y a l'éclair qui me tombe dessus, tu vois. Et j'ai passé le restant de l'anniversaire à jouer aux échecs avec le grand frère du mec, tu vois. C'était ça, mon anniv. Et là, ce jour-là, ma mère est venue me chercher de l'anniversaire et je me suis dit, ouais, je crois que je suis un peu différent. Mais moi, en fait, j'ai beaucoup souffert parce que je voulais pas être différente. Et j'ai pas... Et pourquoi tu voulais pas ? Pourquoi tu voulais pas ? On t'avait inculqué qu'il fallait pas. Encore une fois, moi, j'ai été élevée de 0 à 8 ans dans des pensions où c'était pas toujours bienveillant. Ouais. Et être vue, tu pouvais t'en prendre une, quoi. Tu vois, tu pouvais te faire tabasser, etc. C'est ouf. Donc j'ai passé mon temps à essayer d'être normale, lisse. En fait. Mais sauf que, en même temps, comme j'ai probablement une hypersensibilité ou je sais pas quoi, j'arrive pas trop à mentir. Ouais. Donc, je suis obligée quand même d'être moi-même. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que moi, parce que comme je sais pas mentir, c'est comme là, les gens... Et en ce moment, le grand truc, sur Insta, si tu veux vraiment ce qui marche maintenant, c'est l'authenticité. Et moi, je suis restée comme ça. J'ai dit, mais les mecs, je joue à l'authenticité depuis le début. Fallait me dire que vous jouiez pas à ce jeu-là, parce que, de toute façon, j'aurais pas été capable de jouer avec eux. Mais c'est fou quand même, ce truc. Et du coup, j'ai toujours été moi, mais en essayant de... Je me rends bien compte que je m'en fous un peu des fringues par rapport à toutes mes copines qui étaient comme des folles dans leur placard, que je sors de chez moi, je suis jamais maquillée, rarement coiffée, que j'ai un truc où l'apparence, c'est pas important pour moi. Et je vois bien que pour la plupart des femmes,
C'est hyper important. Et tu vois, déjà rien que ça aurait dû me sonner la sonnette d'alarme, mais bon. Donc en fait, c'est seulement vers tes 42 ans que tu as capté que tu étais ma artiste. Ma vie personnelle a démarré. Moi, mon premier film, j'ai 40 ans. Comme tu es belle, j'ai 40 ans. Je réalisais pas ça. J'ai fait mon court-métrage à 25. C'est là où j'ai senti ma place. Et de 25 à 40, j'ai laissé l'espace pour être maman, en fait. Parce qu'être maman, c'est une parenthèse quand même dans ta vie de femme. Puis moi, j'avais pas envie de rater ça. J'avais pas envie de pas m'occuper de mes enfants. J'en avais trop souffert. T'avais un besoin de famille, j'avais besoin de famille. Et pour moi, la famille, tu l'as créé. C'est ma vie, le sang. Tu vois, là, pour le coup, tu peux dire le sang. Tu vois. 3 merveilleux enfants. Ils sont trop cool. Ils sont trop cool. Ils sont mes partenaires de vie, tu vois. Et je dis, c'est marrant, quand je suis partie aux États-Unis, avant de partir aux États-Unis, donc c'était en 2019, je nous voyais un peu comme un triangle. C'est-à-dire, tu as la maman, et puis bon, comme le papa, je suis séparée, tu as la maman, et puis ça fait un triangle avec les 3 enfants. Tu vois. Et en fait, quand je suis partie aux États-Unis, le fait de ne plus faire partie de la pyramide au quotidien, en fait, c'est comme si le point avait bougé. Et en fait, de triangle, on est devenu un carré. C'est 4 coins égaux, tu vois. Et j'ai fait passer ma famille du triangle au carré. Je capte. Et franchement, c'est une autre dynamique. C'est une dynamique où on sait que pour rester un carré, on est ensemble, quoi, tu vois. Et bon, après, peut-être qu'après, moi j'espère qu'après, il y aura des maris, des femmes, des enfants, que je deviendrai grand-mère. Et là, peut-être ça devient un rond, tu vois. Et tu flippes de devenir grand-mère ? Ah non. Je flippe pas du tout. Après, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup profité de ma vie où je suis ni mariée, ni sous la tutelle d'un parent chiant, ni à occuper, à être la mère de gens, tu vois, d'enfants, hein, pour ne pas les nommer. Car on sent que ce CBD est vraiment... Très CBD. Ce sera ma dernière taf. C'est votre dernière taf, Jean-Pierre ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Eh ben, c'est le million. Voilà, ça, c'est les TDAH. Alors là, bon, ça s'augmente par le truc. Donc, j'ai oublié la question. Ouais. Ah oui. Mais non, j'ai super hâte d'être grand-mère, mais j'ai pas hâte. En même temps, je sais que ça va révolutionner ma vie. Comme être maman, ça a révolutionné ma vie. Et j'ai encore envie de vivre un peu égoïstement que pour moi. Pouvoir voyager. Tu vois, c'est comme j'ai hyper envie de prendre un chien. Parce que je sens l'appel du chien. Tu sais que j'ai rêvé d'un chien pendant 6 mois d'affilée, quoi. Je sentais que l'âme du chien est là pour moi et que, bon, il faut que j'ai un chien, un animal de compagnie. Et je me dis déjà, tant que j'ai pas de mec, je prends pas de chien. Parce que sinon, mon cœur va être comblé et du coup, j'aurai plus aucune motivation, quoi. Sans vouloir être méchante, mais c'est vrai, quoi. Tu vois ? Et donc, je prends... Et en plus, je voyage trop et j'ai pas envie de me dire « Ah putain, il faut que je le sorte, j'ai pas fait ci. » Je veux sentir un peu dans... Tu vois, on parlait de la voie du sentir la liberté dans mes cellules. D'accord. Tu vois, une cellule, c'est une prison. Il faut libérer la cellule. Voilà, c'est ça, en fait, le secret de la vie. Je crois que... Cellule, c'est une prison, putain. Bah ouais. Ah, moi, je vois pas du tout ça comme ça. Ouais, mais le mot... Quand t'es emprisonné, t'es dans une cellule. Ah oui, d'accord. C'est pas... Bah oui, allô. Non, moi, j'étais vraiment projeté dans l'ADN, là. Ah ouais, mais l'ADN... Justement, comment faire de ton ADN, non pas une prison, mais un espace libre. Libre de tes ancêtres, libre de ce que tu as connu, libre de toute chose. En fait, l'ADN, c'est la vie qui fait, tu vois, le serpent Kundalini, tu sais. Comment libérer, quoi. Et comment faire que cet ADN qui existe grâce à la vie que tes parents t'ont donnée. On parlait du prophète de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ça veut dire que moi, j'étais un passage pour la vie qui voulait donner forme et matière à d'autres êtres. C'est important tant que mère de savoir que c'est pas genre mes enfants, c'est des êtres qui m'ont choisi pour accéder à la matière et à la vie. C'est pas complètement pareil comme concept. Ça y est, là, je sens que je commence à partir très vite et... Mais moi, je suis persuadé que la destinée existe. Après, il faut bien définir le sens de destinée, mais que la destinée existe et qu'on est propulsé dans la vie comme une météore dans l'espace, quoi. Et qu'on a une trajectoire, on a une propulsion qui est lancée à notre naissance. Après, on peut faire des choix pour dévier, pour un peu naviguer et tout, mais on est quand même pris dans une espèce d'énergie qui t'envoie, quoi. Et tu nais, et tu vis, et le temps passe, et t'es là, et
t'es là, quoi. Est-ce que tu fais vraiment tes choix? Et tu sais à travers quoi tu es propulsé, sans vouloir tout le temps parler du vagin, on est quand même un petit peu obligé d'en parler. Bien sûr. C'est-à-dire que le corps de la femme est l'endroit où se fabrique le vivant. Tu vois? Et après cette propulsion, cette énergie de vie, ça passe par ce tunnel, cette cavité, cette rampe de lancement. Okay. Et c'est une frontière entre une vie et une autre. Parce que la vie intra-utérine, c'est pas la vie sur Terre. Et la vie sur terrine. Hein. Tout à coup, je me suis vue sur un gros pâté de campagne. Mais enfin bon, ça c'est... Ça, c'est le problème de mon cerveau. Non, mais je fais participer. En tant qu'à mettre des lunettes noires, autant que les gens me voient. Ok, je comprends ce que tu dis. Mais alors, qu'est-ce que tu as à dire des gens qui sont nés par césarienne? Eh bien, c'est un énorme problème, justement. Vas-y. Mais déjà, ils ne prennent pas le microbiote de la maman qui leur permet de fabriquer leur système immunitaire. Donc, c'est un gros problème. Ok. Et le deuxième problème, justement, c'est que la vie, pour eux, c'est pas... D'abord, s'il y a eu césarienne, c'est qu'il y a eu une angoisse que l'enfant pouvait rester coincé à l'intérieur et mourir. Donc déjà, les enfants qui sont nés par césarienne, c'est soit que la maman a un problème, soit que l'enfant a un problème. Donc la naissance est liée à une angoisse, tu vois. Sortir de cet endroit peut être mortel. Ce qui, d'ailleurs, est la vérité. À partir du moment où tu es vivant, tu es suffisamment âgé pour être mort. Donc, si tu veux, c'est vrai qu'il y a un rapport beaucoup plus direct à la mort. Mais parfois, ça peut être une force. C'est-à-dire que pour quelqu'un, ça va être, justement, il va se confronter au fait qu'il sait qu'il est mortel, qu'il sait qu'il y a eu des galères, mais justement, lui, il est vivant, il est venu là comme ça. Mais si tu veux, c'est une expérience qui est complètement différente. Quand organiquement, en fait, dans ton utérus, ton vagin, etc., tu sais que tu as été cette rampe de lancement pour la vie, et que tu es cette mémoire du vivant à l'intérieur de toi, reste en permanence connecté et surtout accessible à toi. Pourquoi tu crois que les hommes, ils sont comme des fous, mis à part le fait qu'Instagram leur balance des tonnes de pubs et tout ça, pour re-rentrer dans le vagin tout le temps? Pourquoi, tu vois, pourquoi il y a ces viols? Pourquoi il y a cette obsession? C'est parce qu'ils savent que la source d'énergie, elle est là. D'accord. Bah oui, tu vois, c'est-à-dire que tu vois une prise, l'énergie, elle n'est pas dans le truc qui va rentrer dans la prise. Elle est dans les trous de la prise. C'est là l'énergie, elle est là. Une prise n'a pas... Bon, après, moi je trouve que les hommes, le grand tort des hommes dans le monde, c'est de ne pas se connecter à la puissance du vivant qui est encapsulée dans leur spermatozoïde. C'est-à-dire que la puissance de la semence. Et c'est hyper intéressant de voir que un des premiers trucs auxquels s'est attaqué le capitalisme... Eh ben, c'est la semence. C'est-à-dire que Monsanto a détruit toutes les semences et la fertilité de la semence a été complètement annihilée par ce capitalisme destructeur. Et Monsanto a fait des graines qui ne peuvent pas se renouveler, qui ne reportent pas le vivant en eux. Elles ont chimiquement, ça veut dire quoi? Génétiquement modifié. Ça veut dire que justement la puissance du vivant dans la graine a été coupée de manière à être tout le temps obligé d'aller à une nouvelle source. Et cette source, c'est pas la source du vivant et de la nature, c'est la source qui s'appelle Monsanto ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Les OGM, c'est ça, en fait. Et les hommes sont pas assez en relation avec la puissance du vivant dans leurs semences, et les femmes sont pas assez en relation avec la puissance du vivant dans leur cavité intérieure, dans leur ventre. Elles sont obsédées par le fait d'avoir un ventre plat, mais j'entends jamais une femme qui me dit « j'ai peur que mon ventre soit pas assez vivant ». Mais ça devrait être ça, notre obsession. Quand notre ventre est vivant, c'est la paix dans le monde. Ça calme tout le monde. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Et moi, c'est pour ça que je fais un podcast. Et c'est pas que parce que... voilà. C'est deep. C'est deep. C'est deep. How deep is your love? Deep. Your love is eternity. That's the answer. Mais c'est ça, en fait. On est amour matérialisé. C'est ça, en fait, la vie. Le vivant, c'est quoi? Les gens disent, oui, le vivant. Nan. En fait, c'est quoi? C'est de l'énergie d'amour qui est rendue matière. Il faut faire attention à que ta matière n'obstrue pas l'amour que tu es. Voilà, c'est ça le secret de la vie, en fait. Mais bon, c'est plus facile quand tu as fumé du CBD, quoi, c'est sûr. Tu es beaucoup moins inquiet. D'où l'idée de l'idée de faire ce deuxième opus, LOL. C'est clair. C'est ça l'idée, en fait. Ouais. Il faut faire ce film pour ça, quoi. Bah ouais. Mais d'où l'idée, donc, de libérer les cellules, quoi. Bah ouais. On vient de là, ouais. En fait, bah ouais, vraiment... pour ne pas rester prisonnier. T'es pas prisonnier de ton destin,
mais tu accomplis, tu chevauches ton destin. Yes. Faut être destiny fluid. C'est pas gender fluid qu'il faut être, c'est destiny fluid. That's the answer. Ouais. Bah ouais. En tout cas, moi, il y a un truc qui m'avait marqué à chaque fois, c'est tous les gens qui sont venus me parler dans ma vie de LOL. À chaque fois, ils étaient trop heureux quoi, de parler de ce film. Et ils étaient empreints vraiment d'un élan de liberté, justement. Et je sens que ce film a aidé énormément de gens à être plus libres, plus heureux. Et en fait, c'est ça que tu as réussi à faire, quoi. Mais parce que c'est mon but dans la vie. Déjà, moi, en tant que moi, d'essayer d'être plus libre et plus heureuse, parce que j'ai hyper mal des mains. Moi, j'étais enfermée, j'étais en prison petite. C'est un truc de dingue. Tu vois, donc en fait, mon but dans la vie, c'est de libérer. Mais je pense que si j'avais pas été dans cette prison, j'aurais pas à cœur, j'aurais pas le savoir-faire pour libérer cette cellule et cette prison qui est engrammée en moi, tu vois. Ouais. Et comment faire, justement, on parle, tu sais, de la cellule familiale. Ouais. Faudrait peut-être changer de terme, tu vois. Peut-être le paradis familial, je sais pas. Mais tu vois, clair. Si on est enfermé dans une cellule familiale, terrible sémantique. T'as pas du tout envie. C'est comme l'autre que j'adore, c'est la frappe chirurgicale. La chirurgie, ça sauve des vies. La frappe, tu sens que ça va pas forcément être le meilleur quart d'heure de ta life, quoi. Ouais, donc en fait, t'as connu l'enfer, quoi, avec cette espèce de pensionnat. J'ai connu l'enfer, et tu sais, l'enfer, c'est l'enfermement. Ouais, t'as connu l'enfer, et c'est comme ça que tu peux combattre la lumière, parce que tu connais le dark side. Non, mais je suis aussi le dark side. Ben en fait, c'est pour ça que Star Wars, ça marche tellement. Oui, c'est parce que ça parle de ça, mais c'est pas que j'ai pas de dark et il y a de la lumière, c'est que vraiment, on est les deux. Oh. Et parfois, la matière en face de nous fait vivre la dark side, tu vois, mais si on n'en avait pas, on pourrait pas la ressentir. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, quand je suis dans une situation d'abus, de prisonnier, etc., c'est important que j'ai de la dark side parce que ça me dit, ça, c'est pas le vivant comme tu peux le ressentir. Tiens, vas-y, fais... Je sais pas si je vais y arriver, j'ai des grands yeux. C'est plus grand-chose. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas parce que t'as la dark side... Ouais. Tu me fais trop penser à The Big Lebowski, là. Bah ouais. T'as trop la dégaine. Regarde. Sauf que le Big Lebowski, je suis pas sûre qu'il était en Marocco, quoi. Non, j'avoue, il était... Tu sais comment il fume des spliffs ? Il fume des spliffs avec une épingle. Ah bah voilà, moi, c'est mes ongles. Il fume des culs de ouinge comme ça. J'ai rencontré un mec, il avait comme ton sifflet que t'as, mais lui, c'était comme une petite pince à épiler en or, et c'était pour pouvoir fumer des spliffs avec la parfaite longueur de chaîne. Non. Mais ouais, mais il y a des trucs qui se font dans le monde et on n'en parle pas. Tu vois, c'est con. Non, à part ça, c'est pas un sifflet. C'est quoi ? C'est une Vierge Marie ? C'est un sarcophage ? Non, c'est un Osiris. C'est un Osiris, ouais. Osiris. Petit Osiris. Osiris. Je sais même pas ce qu'il représente, Osiris. Mais tu te rends compte, on passe dessus en histoire comme ça, vite fait, les Égyptiens, Isis, Osiris, Toutankhamon, les plaines, le Nil, le comment on dit là, quand ça se coupe en deux... Bref, le delta, alors t'es obsédé par ça. Et au lieu de te dire, voilà, le mythe d'Osiris, comment il résonne aujourd'hui dans nos vies. Le mythe d'Isis, comment Isis et Osiris, tu vois, les Égyptiens, ils étaient tout le temps en couple, il y avait tout le temps le masculin et le féminin qui étaient représentés tout le temps. Nous, on a un dieu, on croit qu'il ressemble au Père Noël, habillé par Coca-Cola, sur un putain de nuage qui te dit, tu sais quoi, t'es venu au monde, je vais te chasser du paradis, tu vas vivre l'enfer, tu vas travailler comme une merde. C'est ça qu'on nous a mis dans la tête, quoi. Non, mais sans déconner, après, vas-y, roule ma poule. En voiture, Simone, juste quand même, je le place. On dit en voiture Simone parce qu'il paraîtrait que Simone est la première femme qui a eu son permis de conduire. De l'histoire. De l'histoire de France. De France. Simone. Ouais. Simone, on pense à toi. Simone, on pense à toi avec Klaus, là-haut. Putain. Le producteur allemand. Et aussi Donald Sutherland qui a fait un des films qui a changé ma vie complètement. Ouais. Il a fait un film qui était le premier film de Robert Redford comme metteur en scène et ça s'appelait Ordinary People. Et c'était justement sur une famille ordinaire, soi-disant, mais qui avait que des galères. Et il faisait de la thérapie familiale. Et en fait, j'ai toujours essayé de recréer ces moments de thérapie familiale dans mes films. En fait, c'est des grosses thérapies familiales. Ouais. À un moment, je me suis dit, est-ce que je vais devenir thérapeute ou cinéaste ? Parce que je sentais que je pouvais faire les deux. Et je me suis dit, je vais faire de la thérapie de groupe en film. Je réalise. C'est pour ça que les gens, ils voient tellement mes films et qui disent vos films, ils font tellement du bien. Ça me permet de... C'est parce que je veux pas que les gens se sentent coupables de vivre, de ressentir ce qu'ils ressentent. Je veux qu'ils sachent qu'on ressent tout ça, mais qu'il y a de la lumière et qu'on peut faire autrement, quoi.
Putain, je sens qu'on va dire, ouais, ça prend pour Jean-Claude Van Damme. JCVD, putain, lui, c'est vraiment mon idole. JCVD, si un jour tu vois cette vidéo, je t'en supplie, viens faire mon podcast. Okay. Jean-Claude, voilà, je te mets au défi. On parlera français, on parlera anglais, on fera un peu des deux. Mais quand même, lui, il disait awake. Et le contrepartie que la société nous a mis dans la gueule, c'est woke. On sent bien qu'il y a une petite différence, quoi. On aurait mieux fait d'écouter Jean-Claude, hein, c'est moi qui vous le dis. Jean-Claude Duss aussi, si tu es avec nous. Viens rendre visite à Lisa, elle t'attend. Jean-Claude Duss est tout le temps avec moi. C'est qui c'est Jean-Claude Duss? Attends, non, je voulais te poser une question. J'avais une question à te poser. C'est Michel Blanc dans Les Bronzés. C'était... Je l'ai cassé. Tu m'as fait perdre le fil. Putain, merde. C'est parfait. I'm sorry. Ah non, c'était par rapport à l'éducation. Voilà. Est-ce que tu trouves que la façon dont les enfants sont éduqués aujourd'hui, c'est de l'éducation ou plutôt de l'endoctrinement? On parle de l'éducation nationale. Ouais. Alors, c'est de l'éducation ou de l'endoctrinement? J'ai fait un documentaire qui s'appelle Yo Love. Je suis allée poser ma caméra dans les collèges et les lycées pour aller regarder ce qui se passait, surtout notamment entre les garçons et les filles adolescents. Je savais pas ça. Si, ça s'appelle Yo Love, parce que YOLO, you only live once. Mais à mon avis, si you only live once, mais it's not to love, ta vie, c'est de la merde. Voilà. La vie, c'est fait pour aimer. Et la vie, c'est de l'amour. Donc voilà. Enfin, ça, on en a déjà parlé avant. Anyway, je me suis rendu compte à quel point tout manquait. En fait, à une époque où en un clic, tu peux savoir n'importe quoi sur n'importe qui, sur n'importe où, En un clic, je veux savoir le château fort, comment il a été construit, par qui, dans quelle ville. Ça va me prendre moins d'une seconde. Ouais. Donc, je n'ai pas forcément besoin qu'on me l'apprenne, tu vois. En revanche, ce que j'ai besoin qu'on m'apprenne, c'est si j'ai envie d'aller aux toilettes, je suis suffisamment grand et responsable pour y aller sans avoir à lever la main, à demander la permission, qu'on puisse éventuellement me dire non. Ouais. Parce que là, on te dit, ton corps que tu ressens, en fait, moi, je m'en fous. Je vais t'apprendre que ce qui est important, c'est pas ton corps, c'est ce que moi je dis. D'accord. Moi, le sachant, je vais faire en sorte de bien t'annihiler ton corps, ton ressenti, et te dire que c'est moi le patron et je vais t'apprendre la domination et la subordination. Donc quand tu me demandes si l'école... D'où le fait de s'asseoir toute la journée. D'où le fait de s'asseoir sur des enfants qui sont de plus en plus hyperactifs, d'où le fait d'avoir une cour de récré. Bon, on en a beaucoup parlé, les garçons qui prennent tout l'espace, qui jouent au foot. Il n'y a pas d'espace pour les filles. Enfin, c'est des trucs qui sont complètement fous qu'on pourrait apprendre. Par exemple, j'ai vu une prof qui faisait du self-défense émotionnel. Okay. C'est-à-dire quelqu'un te dit ouais t'es moche, t'es gros, t'es trucs. Comment tu vas te défendre? Tu vas pas dire hey, grosse pute, gros connard et tout ça. Comment tu peux le dire autrement? De dire bah écoute, je suis très heurtée par ce que tu viens de dire. Déjà si tu réponds ça, l'autre en face il va dire hey, grosse pute, je m'en fous. Bon, imaginons il continue grosse pute, je m'en fous. Et tu dis mais qu'est-ce que ça te fait ressentir de me dire ça à ce moment-là? Et puis tout à coup, tu apprends à rentrer en empathie avec lui, tu apprends aussi tes limites, ce que tu peux supporter d'entendre, ce que tu peux pas. Ça, c'est ultra fondamental qu'on fasse ça dans les écoles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qui a construit quel château fort? Ok, il faut apprendre à compter, peut-être. Il faut apprendre à lire, c'est sûr, mais lire, si c'est pour lire du Insta toute la journée, on s'en fout en vrai. Pendant ce temps-là, quelqu'un est en train de mourir dans la rue. Mais vraiment... Pour moi, l'école n'éduque plus, puisqu'aujourd'hui, la seule et unique éducation, encore une fois, pour être un guerrier anti-algorithme, invasif, c'est justement de ressentir son corps et ses limites. Exact. C'est la seule et unique manière de rester en contact avec la réalité. Parce que malgré tout, si on n'a plus de téléphone, on a encore une vie. Ouais, alors que, tu vois, on a l'impression que quand on perd son téléphone, on perd sa vie aujourd'hui. Et la seule manière de reprendre le pouvoir, c'est pour ça que je veux créer le mouvement du doigt. En fait, c'est pas ce doigt-là qu'on fait à la société, c'est ce doigt-là. D'accord. C'est le nouveau mouvement, the finger. Ouais. Et en fait, tu prends ton téléphone et tu fais comme ça. Et tu l'éteins, 1 heure. Et tu dis, voilà, les grands Google, Big Tech, tout ça, vous pensez que vous avez le pouvoir, que vous pouvez venir chez vous, chez nous, quand vous voulez. On va vous montrer qu'en fait, non, vous pouvez venir chez nous que quand nous, on veut. Et on va vous le rappeler, on va être 3 milliards à éteindre notre téléphone 5 minutes en même temps. OK ? Allez, bisous. Et là, c'est ça la révolution. Avant, il fallait aller sur des champs de bataille avec des grosses armes, tuer des gens, le foutre sur la gueule,
qu'il y ait des milliers de morts, des trucs, des millions, l'horreur. Aujourd'hui, la révolution, tu fais comme ça, avec un doigt, comme ça, tu t'appuies, c'est la révolution. C'est l'index. C'est l'index. L'index qui règne. Au lieu de nous donner des index économiques qui servent à rien, nous, on va vous montrer ce que c'est qu'un... Voilà, l'index. C'est tout. Viens, on se fait un check d'index. On donne un rendez-vous de l'index. Rendez-vous de l'index. Voilà, à partir du moment où il y a 1 million de vues de cette vidéo-là, on commence le mouvement de l'index. Word. Vas-y, moi je le fais. Word. Je te jure, je l'ai dans la tête depuis 6 mois. Il m'est revenu. Voilà. Il est bien, non ? C'est une jolie révolution, tu vois. C'est une révolution très pacifique, très Gandhi style. Mais quand même, on remonte qui a le pouvoir. Et ça se fait comme ça aujourd'hui. Une misère index. Une misère index. Voilà. Et je vais te mettre à l'index. Ça, c'est un bon slogan. Hey, capitalism. Hey, algorithm. Moi, en tout cas, hey, intelligence artificial. Je m'indexe direct. Hein. Je vais te mettre à l'index. Tu sais ce que ça veut dire, je vais te mettre à l'index? C'est tu vas sortir, mec. Ah ouais, c'est ça? Ouais. Non. C'est une vraie expression française. Bah oui, c'est pour ça que c'est magnifique. Ouais, je sentais que tu réagissais pas. Ouais. Je suis obligée de faire le sous-texte. Bon, bah je crois qu'on l'a, hein, notre épisode LOL. Parfait. On a le remix. Peace, Lisa, c'était trop cool. C'était trop bien. Trop cool. Trop cool de t'avoir vu. Toujours un plaisir. Bah ouais, moi aussi. Tu déchires. Et on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Absolument.